Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique en rapport avec la sexualité. Au niveau du couple, le pervers ou la perverse narcissique euh, exerce une emprise aussi à travers la sexualité. La sexualité, comme les autres domaines de sa vie, sont le lieu où exercer sa domination, manipuler, exploiter, détruire. Donc, il crée au départ une idéalisation réciproque et fait croire aux mêmes valeurs, aux mêmes goûts, aux mêmes attirances, aux mêmes activités, alors qu'il n'en est rien. Il peut utiliser les relations sexuelles pour attirer la victime dans ses filets et la rendre jalouse. Petit à petit, après cette phase d'idéalisation, il va créer des relations triangulaires où il va comparer la victime à d'autres personnes et lui faire croire qu'elle est moins bien, pas assez, qu'elle pourrait être plus ceci ou cela, et ainsi finalement progressivement lui faire perdre son identité, la conscience de sa valeur. Il vise les performances sexuelles, il est plutôt mécanique et il ne ressent pas les choses, il n'est pas dans son corps, il n'est pas dans son ressenti et donc il est incapable de tendresse, il est incapable de chaleur humaine, de bienveillance, d'empathie et d'attention dans la sexualité. Il nie les besoins émotionnels de l'autre, ses besoins à la fois sexuels, relationnels, émotionnels. Et donc, c'est une sexualité très pauvre au sens humain. Elle peut, bien sûr, être agrémentée de sortes de techniques, mais qui ne sont que finalement une forme de mécanisation du corps. Il ne peut finalement que observer les réactions émotionnelles et sensorielles de sa proie pour les retourner contre elle, mais en fait, il est dans la manipulation, il n'est pas dans la rencontre authentique avec l'autre dans la sexualité. Il peut pousser son partenaire à des relations sexuelles non désirées, en vue d'un libertinage et finalement lui faire croire qu'elle est faite pour ça, qu'elle est spéciale et qu'elle acceptera. Et donc finalement, la manipulation va de plus en plus loin et ces relations visent aussi à rendre la victime jalouse, coupable aussi, honteuse et finalement elle en accepte toujours davantage jusqu'à perdre toute conscience de sa valeur, de ses repères. Elle n'ose plus parler finalement de ce qu'elle vit et va continuer à entrer dans ces jeux de manipulation jusqu'à s'autodétruire. La relation du pervers narcissique à la sexualité est une relation désaffectée, il n'y a aucun ressenti et donc ce sont des jeux de pouvoir où finalement il va amener la victime à ressentir une dépendance affective, une dépendance qui va être marquée par la privation. La victime est plongée dans une addiction relationnelle au pervers narcissique parce qu'elle est privée de plus en plus de relations intimes avec lui ou avec elle, privée d'amour, privée d'attention, privée de satisfaction finalement de ses besoins. Et c'est ainsi que le ou la perverse narcissique peut exercer son pouvoir sur l'autre. Donc, il peut aussi favoriser l'addiction relationnelle par l'idéalisation des attributs du pouvoir, que ce soit de tenues sexy, des tenues qui correspondent à des attributs de pouvoir. Par exemple, voilà, la grosse moto pour un homme. Voilà, ça c'était un exemple caractéristique. Il crée des contextes excitants, non ordinaires, et cette excitation, elle a un côté pathologique puisque finalement, elle vient d'une excitation traumatique de l'enfance. Le pervers narcissique a vécu des relations d'abus dans son enfance, que ce soit l'abus sexuel ou un abus émotionnel, narcissique, et ces abus l'ont marqué profondément dans son inconscient, même
s'il ne peut y accéder, c'est là en lui, et l'excitation traumatique de l'abus, eh bien, il la reproduit à travers ses relations d'abus à l'âge adulte, où il recrée un contexte d'excitation traumatique pour finalement se libérer à travers le rapport de domination qu'il a avec sa proie, de ces traumatismes, finalement cette souffrance qu'il a niée en grandissant, et il continue finalement à nier cette souffrance en faisant souffrir l'autre à travers ces rapports de domination, d'humiliation et de manipulation. Donc, il souffle le chaud et le froid dans la relation sexuelle, il frustre, il pousse l'autre à faire ce qui le dégoûte, ou il ne ressent pas d'émotions et de sensations agréables dans la relation. Ça, c'est dans la relation de couple. Au niveau de la relation parent-enfant, c'est l'incestuel qui domine, avec l'interdit d'avoir une sexualité propre. Le but est d'avoir le pouvoir sur l'enfant à travers l'incestuel et parfois l'inceste. Donc finalement, comme dans le couple, la sexualité est le lieu où va se manifester le pouvoir de la perverse narcissique, cette fois-ci sur l'enfant. Et donc le but, c'est l'interdit d'autonomie. L'enfant n'a pas le droit d'avoir une pensée propre, d'avoir des émotions propres, des actions personnelles, et donc il doit finalement être une sorte de prolongement du parent pervers narcissique, sans quoi il est l'objet de sa violence. Donc l'enfant est utilisé pour satisfaire les besoins narcissiques ou sexuels du parent, et c'est de nouveau dans le but de se venger de son passé. Donc les traumatismes de son passé qu'il a niés, et bien finalement se rejouent à l'âge adulte à travers ses rapports de domination, soit sur un autre adulte, soit sur son enfant. Donc s'il s'agit de l'incestuel par exemple, ça va se manifester par le fait qu'il invite ou elle invite les amis ou les amis de son enfant, non pas pour finalement valoriser son enfant, mais pour se valoriser lui à travers les amis et les amis de son enfant, en faire ses confidents, susciter leur admiration, etc. Donc l'enfant peut subir aussi des intrusions sexuelles. Le parent ne lui donne pas le droit à l'intimité, il entre à l'imprévu dans sa chambre, dans la salle de bain, il ne lui permet pas de se sentir en sécurité, ça se fait de façon imprévisible, et l'enfant donc est constamment sur ses gardes. Cette absence de limite au niveau de l'intimité contribue à cette intrusion répétée dans la vie intime de l'enfant. L'argent peut aussi servir d'équivalent incestueux, et le climat familial est érotisé par des non-dits, que ce soit par exemple les caresses érotiques, des soins corporels inadéquats, pas nécessaires, de l'exhibitionnisme, toutes sortes de blagues qui ont une connotation vulgaire, qui ramènent finalement la sexualité à quelque chose de tout à fait objectal et non une relation humaine. Et l'inceste, on pourrait dire qu'il a 3 temps, le temps de la séduction, le temps de la transgression et le temps de l'agression. La réaction de l'enfant est le dégoût, la peur, la haine, et finalement la relation d'intimidation du parent à l'enfant amène finalement cet enfant à la soumission. C'est l'impuissance apprise qu'on retrouve évidemment chez les victimes adultes également. Et donc, si c'est répétitif à un moment donné, soit l'enfant se dissocie complètement, soit il s'identifie à l'agresseur. Donc les conséquences, c'est le sentiment de mort interne, la dissociation traumatique, face à cette douleur insupportable de l'intrusion de l'autre dans sa vie intime, dans son psychisme,
avec le risque par la suite d'aller vers la prostitution, un trouble de l'identité sexuelle, un trouble de la dissociation de l'identité, ou bien une fuite dans les drogues, dans les troubles alimentaires, et donc une incapacité finalement à faire confiance, à être dans la sécurité au contact de l'autre, donc une tendance à se mettre à distance de l'autre, à ne plus entrer dans une relation intime à l'âge adulte. L'idéalisation du parent agresseur permet de se protéger de celui-ci, se protéger de l'horreur de l'incestuel et de l'inceste. Et donc cette idéalisation peut amener l'enfant finalement à considérer que la relation était merveilleuse, idéale, et que c'était normal finalement ce qui est arrivé. Et c'est compréhensible puisque l'enfant a grandi dans ce climat incestuel ou incestueux. C'est le seul repère qu'il a, et donc c'est la norme pour lui. Ce qui ne veut pas dire évidemment que c'est quelque chose d'acceptable, et ça c'est très important finalement d'aider la personne à l'âge adulte à prendre conscience que ce qu'elle a vécu est inacceptable, et donc à l'aider à prendre du recul. L'interdit de se différencier fait partie de cette relation incestuelle. Donc l'interdit de se différencier au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, au niveau du comportement. Et donc cet interdit de se différencier amène l'enfant à absorber par identification les émotions, les sentiments projetés de son parent en lui. Par exemple, la croyance « je suis mauvais ». La mort interne du parent peut être assimilée comme sa propre mort interne. Le parent capture ainsi la vitalité de son enfant, il le vampirise, c'est l'enfant qui doit lui rendre vie, le faire jouir, au sens où finalement, étant dans un état de mort interne, il recourt finalement à l'énergie vitale de son enfant pour survivre. L'enfant est englouti par les émotions du parent, il se confond aux émotions du parent qu'il croit être les siennes. À l'âge adulte, cet enfant finalement entre dans un état d'hypervigilance par rapport à la sexualité qui est assimilé au danger d'être détruit. Donc ça déclenche une phobie de la sexualité et donc une tendance à mettre à distance toute relation intime, puisque finalement c'est assimilé à de la violence, même si c'est inconscient. Et cette mise à distance se traduit par un non-investissement émotionnel, un refus de l'engagement, une tendance à avoir des relations multiples. C'est une façon de mettre à distance, ou parfois en créant des conflits permanents pour faire fuir l'autre, ou bien pour répéter des relations destructrices similaires à celles que la victime a eues avec le parent agresseur de son passé. Donc cette recherche du conflit est une façon finalement de mettre à distance pour se protéger, pour survivre à l'inceste de son passé. Donc la recherche d'intensité passionnelle peut être une façon de répéter inconsciemment le traumatisme de l'incestuel ou de l'inceste. Et donc l'intensité passionnelle n'a rien à voir évidemment avec un état amoureux. Il s'agit d'une excitation traumatique qui se répète à l'âge adulte dans des relations sexuelles et donc qui peut être le révélateur de traumas non résolus du passé, même si ceux-ci ont été tout à fait niés et ont été vraiment cloisonnés dans l'inconscient. La personne n'y a plus nécessairement accès, mais ça se perçoit à travers cette recherche constante d'excitation, ces comportements à risque au niveau de la sexualité, ce flirt avec la mort, avec tout ce qui a rapport avec la destruction du lien, la destruction de l'autre et finalement la destruction de la vie en soi.
ce sont des relations pathologiques au sens où finalement elles amènent à la destruction et non à un surcroît de vie, ce qui est présent dans toute sexualité épanouie, puisque la sexualité est le lieu de la rencontre, du lien, de cœur à cœur, d'âme à âme, et donc si c'est dans cette unité de la personne, la sexualité est un facteur d'épanouissement. Mais par contre, si la sexualité est le lieu de la rencontre traumatique, eh bien là se rejouent alors des rapports de domination où il y a de la violence psychologique, sexuelle, verbale, physique parfois. Et donc finalement, toute cette violence, elle est plutôt réductrice, elle amène à une perte d'énergie, une perte d'élan vital chez la victime, qui s'éteint petit à petit, qui devient de plus en plus l'objet de l'autre et qui n'a plus la conscience de soi, la conscience de son identité, de ses valeurs, qui n'a plus de repères. La victime est de plus en plus manipulable et ça peut faire partie finalement d'une relation d'exploitation, que ce soit sur le plan psychique mais aussi sur le plan financier à travers cette emprise sexuelle. Le pervers ou la perverse narcissique peut ainsi exploiter l'autre de toutes les façons et amener l'autre à s'épuiser sur le plan à la fois psychique, mais aussi sur le plan matériel, financier. C'est un prédateur, une prédatrice, et donc la prédation, elle est à tous les niveaux, les ressources psychologiques, émotionnelles, relationnelles, spirituelles, les ressources créatives, les ressources voilà, de tout ordre sont toujours bien visées par le ou la perverse narcissique à travers cette sexualité qui est un facteur d'addiction si finalement elle est utilisée à des fins de prédation. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre Les pervers narcissiques, récits et témoignages, qui est paru aux éditions Ellipse en 2019. J'ai écrit aussi dernièrement Les femmes perverses narcissiques, qui est paru aux éditions Ellipse le 11 janvier 2023. Et donc j'aborde la question de la sexualité dans ces livres. Et donc vous pourrez en savoir plus à la fois sur la perversion narcissique et aussi sur la façon dont le ou la perverse narcissique exerce son emprise par la sexualité. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime et je vous dis à bientôt.